Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, vers des essais d'injection à base d'artémisia sur les malades du Covid-19 à Madagascar. Une annonce faite par le président malgache Ange Rajoelina ce dimanche 3 mai. La plante médicinale est déjà à l'origine du breuvage Covid Organics mis au point par des chercheurs locaux. La BAD octroie un financement supplémentaire de 12,33 millions d'euros en faveur du projet de développement du corridor autoroutier Abidjan-Lagos. À terme, ce corridor reliera les capitales de 5 États d'Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi les échanges et l'intégration dans la sous-région. Et puis, le réseau des patrons de presse du Cameroun a décrété une journée presse morte au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les acteurs du secteur de la presse écrite ont ainsi donné un ton nouveau à leurs revendications qui se déclinent autour de 10 points essentiels que nous allons découvrir dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, le président érythréen Isaias Afwerki met fin aux rumeurs qui couraient sur son état de santé. Il était en visite en Éthiopie ce dimanche 3 et ce lundi 4 mai. Il a notamment déjeuné avec le Premier ministre Abiy Ahmed et la présidente éthiopienne Zewde Sahle-Work. Ce lundi, il a visité des projets agricoles dans l'Oromia, des activités toutes très médiatisées. Il faut dire que depuis un mois, au sein de la diaspora érythréenne et sur les réseaux sociaux, on a en effet dit le président malade, victime d'un infarctus ou même décédé. Madagascar peaufine sa riposte face au Covid-19. Encouragée par les résultats concluants de la tisane, la présidence souhaite passer à un mode d'administration plus direct par injection. Les ambitions du président Rajoelina à propos de l'artémisia, ingrédient clé du Covid Organics, sont nombreuses et vont au-delà du coronavirus. Ashley Duprat et Aïssatou Baré. L'artémisia, nouvelle arme politique de Madagascar. La plante également clé du Covid organique, le remède trouvé par l'Institut malgache de recherche appliquée est aussi controversé qu'apprécié à travers le monde. Jusqu'à présent, elle n'était utilisée qu'en tisane. Le président Ange Rajoelina, convaincu de ses propriétés préventives et curatives sur le Covid-19, souhaite passer à un mode d'administration plus direct. Des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués à partir de la semaine prochaine. Depuis le 22 avril, date de mise en circulation officielle du Tambavi CBO, nom malgache du remède, les commandes d'États africains se multiplient, tout comme les entretiens entre le président malgache et ses confrères africains. Des entretiens par visioconférence, pandémie de coronavirus oblige, durant lesquels le président Rajoelina de ce remède, mais aussi et surtout à vanter une nouvelle Afrique plus solidaire. Et petit à petit, les ambitions liées au Covid organique du président Rajoelina se dévoilent. Avec le Covid Organics, on est en train d'entrer à Madagascar déjà dans ce qu'on peut appeler l'après-Covid-19. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui est insufflée ostensiblement au quinquennat d'Ange Rajoelina. Il y a cette dimension panafricaine qui n'était pas encore présente. Il y a une nouvelle exposition et une nouvelle médiatisation bénéfique pour Madagascar. La course à l'exploitation de l'artémisia est donc lancée pour le président malgache. Par prudence, le président avait déjà fait stopper les exportations de la plante dès avril 2020. Ce dernier souhaite en effet lancer une culture massive de la plante en vue d'ouvrir une usine de transformation à l'issue de ce mois. Prévu pour faciliter les échanges commerciaux et la bonne circulation des biens et des personnes dans la sous-région CEDEAO, le corridor routier Abidjan-Lagos bénéficie de plus de 12 millions d'euros supplémentaires de la Banque africaine de développement. Ce projet viendra renforcer l'intégration africaine tout en boostant la croissance économique des pays membres. Ameneji. 12,33 millions d'euros supplémentaires. C'est le financement qu'a approuvé la Banque africaine de développement en faveur de la commission de la CEDEAO pour soutenir l'étude du projet de développement du corridor autoroutier Abidjan-Lagos. Cette infrastructure régionale de commerce et de transport assure la jonction entre des villes dynamiques sur le plan économique et renforce les échanges et l'intégration en Afrique de l'Ouest. Ce corridor relie les capitales de 5 États d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria, et couvre quelques 1028 km
et 8 postes frontières. Le tracé actuel du corridor traverse les grands centres économiques des 5 pays membres participants à partir de Bingerville dans la banlieue d'Abidjan jusqu'à 1002 à Lagos. Pesant pour près de 75% des activités commerciales sous-régionales et offrant un accès portuaire maritime aux pays enclavés, le corridor autoroutier Abidjan-Lagos joue un rôle essentiel dans le développement économique puisque le secteur des transports génère environ 5 à 8% du produit intérieur brut. Au-delà même des contraintes imposées par le Covid-19, on peut se poser la question réelle par rapport à la coïncidence notamment du calendrier. Voilà, lorsqu'on sait que nous sommes à quasiment quelques mois des assemblées annuelles de la Banque africaine. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le corridor Abidjan-Lagos est un vieux projet déjà qui avait été entamé en 1975 lors de la création de la CEDEAO déjà. Et en 2001, l'agence du NEPAD a réaffirmé également sa volonté d'interconnecter ces deux zones-là. On peut également féliciter la Banque africaine d'avoir fait de ça une priorité en renforçant également l'intégration des pays et des peuples dans un contexte où le commerce intra-africain reste très faible. Le corridor Abidjan-Lagos est un projet phare du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique PIDA, initiative continentale dont la Banque africaine de développement est l'organe d'exécution avec une contribution de 22,4 millions d'euros. La Banque des États de l'Afrique centrale alerte sur un nouveau risque de dévaluation du franc CFA, une situation qui pourrait résulter par une réelle menace de la stabilité extérieure de la monnaie. Les réserves de la CEMAC ont reculé autour de 2 mois d'importation des biens et services. Les précisions de Philomène Sine. Un nouveau risque de dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale se présage dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Face à la liste de handicaps qui se dresse, notamment la pénurie de devises, la hausse importante des taux de change, la baisse drastique des prix du pétrole, les réserves extérieures de la communauté sont tombées à moins de 2 mois d'importation, faisant craindre une dévaluation du franc CFA. Avec le Covid où l'activité économique est paralysée, vous n'exportez pas, le compte de réserve extérieure va s'assécher. L'alerte de la BEAC est la bienvenue, mais que cette fois-ci, même si on insiste pour cette dévaluation, qu'on demande que les clauses de la Convention financière et monétaire de novembre 1972 soient respectées. Cette menace de dévaluation du franc CFA évoquée par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, n'échappe pas également aux effets néfastes de la pandémie du coronavirus. La sous-région aura du mal à juguler la baisse du cours moyen du baril de pétrole, principal produit d'exportation de la CEMAC, à $20 en 2020. La convention de coopération entre la République française et les États de la CEMAC est claire là-dessus dans l'une de ses dispositions. Si vous avez autour de 3 mois d'importation, le cas de figure de dévaluation n'était qu'une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'était que le compte de réserve extérieure soit renfloué par la France. Donc que la France mette de l'argent dans ce compte de réserve extérieure à l'effet de ce que ça monte peut-être à 8 mois d'importation. La BEAC prévoit une récession de l'économie de la CEMAC à moins 4,9% pour l'année en cours. Une situation macroéconomique qui pourrait être insoutenable pour la zone si les pays ne luttent pas efficacement contre le coronavirus pour en limiter les conséquences économiques et financières. Dans l'actualité également, dimanche 3 mai, le président tanzanien John Magufuli a publiquement mis en doute les données officielles du coronavirus dans son pays, appelant à enquêter sur des irrégularités présumées au laboratoire national. Contrairement à la plupart des pays du continent qui ont décrété des mesures de confinement et des couvre-feux, la Tanzanie n'a à ce jour fermé que ses établissements scolaires, les commerces et les transports continuent à fonctionner normalement. Le pays compte officiellement 480 cas confirmés de coronavirus, dont 16 morts selon le dernier bilan publié le 29 avril 2020. Cependant, l'opposition accuse les autorités de dissimulation et de ne pas prendre l'épidémie au sérieux. Le président Magufuli a lui aussi remis en question ce bilan. Il a enjoint le nouveau ministre des Affaires constitutionnelles et juridique Mwigulu Nchemba à se saisir de ce dossier.
Suite au retrait de la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par l'État de Côte d'Ivoire, les organisations des droits de l'homme et de la société civile ivoirienne se disent indignées. Ainsi, elles appellent à une reconsidération de la position du gouvernement ivoirien. Philomentine. Surprises et indignées se disent les organisations des droits de l'homme de la société civile ivoirienne. Pour cause, le retrait de la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À cela, ces organisations adjoignent un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire à reconsidérer sa position suite à son retrait de reconnaissance vis-à-vis de la compétence de la Cour africaine. La déclaration de la reconnaissance de la compétence de la Cour par la Côte d'Ivoire en 2013 est le fruit d'un long et pénible combat des organisations non gouvernementales ivoiriennes. Ce sont ainsi plusieurs années de lutte qui viennent d'être annihilées à l'issue de seulement 2 heures de réunion. Le retrait de reconnaissance de compétence de la Côte d'Ivoire à la Cour africaine empêche au peuple ivoirien de déposer des plaintes directement devant l'institution. Toutefois, la réaction du gouvernement ivoirien a été justifiée par des décisions de la Cour qui auraient perturbé l'ordre juridique interne de Côte d'Ivoire. Il reste toujours possible aux citoyens et aux ONG de saisir directement la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et celle-ci se chargeant, en cas de besoin, de transmettre les dossiers à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ça ne doit pas empêcher la Cour de continuer à travailler selon d'autres mécanismes et souhaiter que les uns et les autres soient vigilants. Il est évident que ce retrait qu'on peut déplorer, ça dépend de quel côté on veut se placer. Il faut souhaiter que le changement en Côte d'Ivoire, cette situation soit résorbée. La Côte d'Ivoire devient ainsi le 4e pays africain à retirer sa déclaration de compétence, après le Bénin, le Rwanda et la Tanzanie. Tout de même, le pays reste membre de la Cour africaine. La 27e journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée cette année sous le thème « Le journalisme sans plainte ni complaisance ». Au Cameroun, le REPAC, le réseau des patrons de presse du Cameroun, a déclaré la journée de ce lundi 4 mai « presse morte », manière de dénoncer la précarité qui sévit dans la presse camerounaise. Les détails avec Nathalie Mo. Pas de journaux dans les kiosques ce 4 mai 2020 au Cameroun. Au lendemain de la journée mondiale de la liberté de la presse, le réseau des patrons de presse du Cameroun a décrété une journée de la presse morte. C'est de cette façon que les journalistes de presse écrite veulent attirer l'attention sur le malaise que connaît ce métier dans le pays. Vous savez que l'économie est au ralenti et bien entendu, la presse n'échappe pas à cette... Donc la presse n'échappe pas à cette donne. Donc tout ceci alourdit un peu, aggrave les difficultés des médias. Et c'est dans ce sens que ce plaidoyer est mené pour attirer davantage l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'intervenir, parce que la presse a un rôle républicain, la presse a un rôle important à jouer, un rôle de reliance sociale qui est très important et qui doit être maintenu. 10 facteurs expliquent la décision du réseau des patrons de presse du Cameroun. Cette organisation corporative se plaint notamment du refus de l'État de soutenir la résilience de la presse à capitaux privés face à la pandémie du coronavirus, fragilisant davantage la situation économique des entreprises de presse. Des facilités fiscales, le paiement des arriérés de paiement des prestations dues à la presse ou encore la dépénalisation des délits de presse font également partie du chapelet de revendications de la presse écrite camerounaise. Nous avons beaucoup de factures impayées, que ce soit de la part de nos clients privés, que ce soit de la part de l'État. La publicité elle-même se fait de plus en plus rare. Or, c'est la plus grande source de revenus des médias. L'autre chose, c'est l'accès à certaines informations au niveau des administrations. Il y a un très grand niveau d'opacité. La 27e journée mondiale de la liberté de la presse s'est célébrée sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance » le 3 mai 2020. Dans le classement 2020 de Reporters sans frontières, le Cameroun occupe le 134e rang mondial en matière de liberté de la presse. Le pays compte plus de 600 organes de presse écrite. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.